Naomi Schenck est une écrivaine allemande et américaine. Elle est née en 1970 à Santa Monica, aux États-Unis, a grandi à Malhlheim, dans la Ruhr. Elle vit aujourd'hui à Berlin et à New York. Elle a étudié les beaux-arts et la scénographie à la Kunstakademie de Dusseldorf. Aujourd'hui, elle travaille comme scénographe pour la télévision et le cinéma et est décoratrice d'intérieur. En tant qu'écrivaine, elle a publié de nombreuses nouvelles, des pièces radiophoniques et un récit sur l'histoire de sa famille, intitulé Mein Grossvater stand vorm Fenster und drangte nombreuses, publié chez Hanser Berlin Verlag. Elle travaille actuellement à l'écriture de son premier roman. Par son travail, elle aime explorer les intersections entre l'espace, les modes de vie et la perspective morale. Naomi tient également une chronique pour le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung, dans laquelle elle associe des textes écrits sous forme de nouvelles à des photographies d'intérieur qu'elle réalise. Merci beaucoup. So I'm going to read this story in English. Niagara Falls, that's where this train is bound. Through the dusty Amtrak windows, the Hudson slides past, its far shore thick with trees, interrupted by a sheer cliff now and then. Every seat is taken, the AC has given out, and the air feels stale. Down the aisle comes the conductor, heavy-footed, asking for our patience. He's working on his own today. 12 steps lie between here and the Niagara Falls. The mere thought of their thunder and the mist flung into the air feels cool against my skin. It strikes me that I could simply ride this train to the end, step off, and walk straight into the past, the 1950s, when the thriller with Marilyn Monroe was shot, and thousands of newlyweds were already flocking here each year to kiss beneath a rainbow. Or into another century altogether, before there was a Canada or a United States. Only a wide expanse of forest and river, alive with birds and beavers and fish, and the people who named the river that runs between two of the Great Lakes, Niagara. I'll step off at the 4th stop in Hudson, and from there take a rental car southeast along winding back roads, through the green sweep of Columbia County, where the new art pavilions are taking shape among meadows and wetlands. It's a non-for-profit project of the company I work for. On the ridge, the visitor center already stands, nearly finished. A modernist bar of pine wood, concrete and glass, opening wide to the soft roll of the hills. In the freshly tiled restrooms, I trace the outlines for the wall design. Bright pickup sticks tumbling through space, skewed asymmetric rectangles, like birds reduced to their barest form. The train's wheels click and clack, its motion a steady backdrop to my thoughts, only interrupted by stops in Harlem and Tarrytown, when more people get on board. In Poughkeepsie, even more passengers file in, moving stoically down the Packard rows. Last among them comes a young couple, catching my attention as something aggressive emanates from them. The man wears a sagging Buffalo Bill t-shirt. Everything about him seems too big and too heavy. The woman is a step behind him and seems too small for herself, though her shrill voice cuts sharp. They talk loudly as they scan the seated rows, increasingly displeased at the train's crowded state. By the time they are almost beside me, I am certain we're about to clash. But they stop short, turning instead to the 2 men on laptops in the road just ahead of me. "Those are our seats," they say. "You can't reserve seats on this train," says the younger one, a light-skinned African-American. His friend has an Italian look. I had noticed them when I boarded at Penn Station and wondered if they might be a couple. "We can," the man replies,
swinging his wife's pink hard-shell suitcase up onto the rack above the seats. With a curt wave of the hand, almost bored, "Come on, move." "That's not right. Stay where you are," an older woman calls out. "Shut your mouth," says the big man. After a moment's pause, the two men do give up their seats, slowly, so as not to seem afraid. Yet fear is exactly what I feel. I try to catch their eyes, to let them know I'm on their side, but the seat backs are high and I am wedged into my window spot. My neighbor scrolls through her phone with a lacquered fingernail, tapping Instagram hearts. And then it is done. The big small couple have taken their places. The displaced drift off towards the next car, and my heart thuds on, indignant. The train lurches forward as I gaze out the window towards the wide and calm river. At Hudson I step off. A small provincial station of wood, nostalgically detailed like a children's movie set. The town's facade greets me with the peaceful ease of a quiet America where everything still feels right. The walk to the hotel takes me up the long Warren Street, which further on is lined with antique shops and cafes. Down here, apart from me, the street is almost empty. I pass Victorian-style wooden homes with rose-draped porches. I snap a photo of a perfect pink bloom. Here and there, an American flag flutters. Rainbow flags, which I remember from my previous visit to Hudson's, are nowhere to be seen. They have also grown scarce in New York City, I had noticed. A new, somehow familiar caution seems to spread around me. It is as palpable as the summer air. And as I drift almost silently in my rental car through New England's winding green hills, the train rolls on, headed for the Niagara Falls. Thank you, Sophie, for reading it in French. Okay. De lire la traduction française de son texte pour honorer le public suisse romand d'une certaine manière. Voilà. Merci. Les chutes du Niagara. C'est là que se dirige ce train. À travers les vitres poussiéreuses de l'Amtrak, l'Hudson coule tranquillement. Sur l'autre rive, des arbres à perte de vue, interrompus çà et là par des falaises abruptes. Chaque siège est occupé. La climatisation est en panne et l'air semble vicié. Descendant l'allée d'un pas lourd, le contrôleur nous demande de faire preuve de patience. Il travaille seul aujourd'hui. 12 arrêts nous séparent encore des chutes du Niagara. La seule pensée de leur fracas et de la bruine projetée dans l'air me rafraîchit la peau. J'imagine un instant rester dans ce train jusqu'à son terminus, descendre et retourner tout droit dans le passé, dans les années 50, quand le film avec Marilyn Monroe a été tourné, et lorsque des milliers de jeunes mariés venaient encore chaque année s'embrasser sous un arc-en-ciel. Ou alors dans un autre siècle, avant qu'existe un Canada et des États-Unis. Juste une vaste étendue de forêts et de rivières, peuplée d'oiseaux, de castors et de poissons. Et les peuples qui nommèrent la rivière qui coule entre deux grands lacs, Niagara. Je descendrai au 4e arrêt, à Hudson, et je prendrai une voiture de location, direction le sud-est, par des routes sinueuses, à travers l'ample verdure du comté de Columbia, où de nouveaux pavillons d'art surgissent au milieu des prés et des zones humides. C'est un projet à but non lucratif de l'entreprise pour laquelle je travaille. Sur la crête, le centre des visiteurs se dresse déjà, presque achevé. Une barre moderniste de bois, de béton et de verre, largement ouverte sur le doux vallonnement des collines. Dans les sanitaires tout juste recouverts de carrelage,
je tracerai les lignes du motif mural. Des baguettes lumineuses tourbillonnant dans l'espace, rectangles obliques, asymétriques, comme des oiseaux réduits à leur plus simple expression. À Poughkeepsie, d'autres passagers montent, avançant stoïquement entre les rangées bondées. Les derniers arrivés, un jeune couple, attirent mon attention par l'agressivité qui se dégage de leur comportement. L'homme porte un t-shirt de Buffalo Bills, détendu et informe. Tout en lui paraît trop grand, trop lourd. La femme, un pas derrière lui, semble quant à elle trop petite pour son corps, bien que sa voix stridente tranche net. Il parle fort en scrutant les rangées de sièges, manifestement contrarié par la foule dans le train. Lorsqu'ils arrivent presque à ma hauteur, je suis persuadée que nous allons nous affronter. Mais ils s'arrêtent net et se tournent vers les deux hommes aux ordinateurs portables juste devant moi. « Ce sont nos places, disent-ils. On ne peut pas réserver de place dans ce train, répond le plus jeune, un afro-américain à la peau claire. Son ami a l'air italien. Je les avais remarqués en montant à Penn Station, me demandant s'ils formaient un couple. Si on peut, réplique l'homme en hissant la valise à coque rose de sa femme au-dessus des sièges. D'un geste bref de la main, presque lassé, allez, bougez. Ce n'est pas juste. Restez où vous êtes, lance une femme âgée. Ferme-la, dit le grand homme. Après une courte pause, les deux hommes cèdent finalement leur siège, lentement, pour ne pas paraître effrayés. Mais la peur, c'est exactement ce que je ressens. J'essaye de croiser leur regard pour leur montrer que je suis de leur côté, mais le dossier des sièges est haut et je suis coincée contre la fenêtre. Ma voisine fait défiler l'écran de son téléphone d'un ongle laqué, tapotant des cœurs. Et c'est fini. Le grand petit couple s'installe, les délogés s'éloignent vers la voiture suivante. Mon cœur continue de battre la chamade, indigné. Je regarde par la fenêtre le large fleuve tranquille. À Hudson, je descends. Une petite gare provinciale en bois, nostalgique comme un décor de film pour enfants. Les façades de la ville m'accueillent dans la quiétude d'une Amérique tranquille où tout semble encore à sa place. La marche jusqu'à l'hôtel me fait longer la Warren Street, bordée un peu plus loin d'antiquaires, de studios de yoga et de cafés. Mis à part moi, la rue est presque vide. Je passe devant des maisons en bois de style victorien aux porches ornées de roses. Je photographie une fleur fuchsia parfaite. Ici et là, un drapeau américain flotte au vent. Les drapeaux arc-en-ciel que j'avais aperçus lors de mes précédentes visites à Hudson ont disparu. J'ai aussi remarqué qu'ils se raréfiaient à New York. Une prudence nouvelle, étrangement familière, semble se répandre autour de moi. C'est aussi palpable que l'air d'été. Et tandis que je roule presque en silence au volant de ma voiture de location, à travers les collines vertes et sinueuses de la Nouvelle-Angleterre, mon train poursuit sa route vers les chutes du Niagara.